Bienvenue dans le débat de France 24. C'était un espace de liberté sans frontières au point de jouer un rôle moteur dans nombre de soulèvements, ce qu'on a appelé notamment les printemps arabes. Et si Internet était devenu un moyen d'asservissement des consciences, notamment à travers ce qu'on appelle les fake news, le cyberharcèlement ou encore les violences en ligne, un lieu où prospère la loi du plus fort, des plus nombreux, des mieux organisés ou des plus dissimulateurs. C'est la question soulevée ici à Paris à l'occasion du sommet Tech for Good. Comment mettre l'innovation technologique au service du bien commun ? On va en débattre avec nos invités dans un instant, mais à l'occasion des élections européennes qui ont lieu à la fin du mois dans les 28 pays de l'Union, France 24 s'est penché sur un risque en particulier après la victoire du Brexit et celle de Donald Trump aux États-Unis. Et si la Russie s'emparait des élections européennes ? Quel rôle entend jouer Moscou? Est-ce un pur fantasme occidental ou bien la menace est-elle bien réelle? Nos journalistes ont enquêté, Catherine Norris-Trent et puis ici même à mes côtés, Julie Dungeloff pour France 24 et Ania Stroganova pour RFI. Votre reportage de 26 minutes, élections européennes quand la Russie s'en mêle, sera diffusé dans son intégralité. Ce sera ce samedi à 22h15 heure de Paris et également dès demain sur notre site internet. On en regarde tout de suite un extrait si vous le voulez bien. Au cœur d'un scandale de désinformation, une société russe, l'Internet Research Agency, IRA, mieux connue sous le nom de l'usine à trolls. En février dernier, un grand jury américain a inculpé l'agence et plusieurs de ses employés pour ingérence dans les élections américaines de 2016. Nous nous rendons à Saint-Pétersbourg pour en savoir plus. Nous cherchons l'Internet Research Agency. Ils sont plus là depuis longtemps. C'est une société médicale maintenant. Ont-ils déménagé il y a longtemps? Il y a 18 mois. On peut entrer? Non, la règle, c'est qu'on ne laisse personne rentrer. Ce sont les seules images tournées à l'intérieur de l'usine, filmées par une ancienne troll en caméra cachée. Des bureaux qui tournent 24 heures sur 24. Nous nous sommes procuré ce document interne. Une liste de 200 employés. Il prouverait également le système de paiement en liquide pour passer sous les radars. En haut, le nom des dirigeants inculpés dans le rapport Mueller. Ici, la liste des employés avec leur date de naissance. La plupart n'avaient qu'une vingtaine d'années quand ils y travaillaient. Nous fixons rendez-vous à un ancien employé de l'usine à trolls. Vitali a 23 ans quand il répond à l'annonce de l'Internet Research Agency. Il arrive de Sibérie et est attiré par le salaire. Officiellement, il est embauché en tant que journaliste. Voilà, ça c'est un exemple de ce que nous postions, des photos qui restent gravées dans la mémoire. Le but, c'est à la fois de faire du clic et d'avoir une influence psychologique. Quand tu arrives au boulot, ils te fournissent un vieux téléphone portable, une liasse de cartes SIM. Et ta mission, c'est de créer des faux profils sur les réseaux sociaux. Ça doit toujours être des comptes de filles. Tu peux choisir le nom ou la date de naissance. J'aurais même pu prendre votre photo par exemple. Ça ne prend que 10-15 minutes à créer. Voilà à quoi ressemble un faux compte. 8 photos, quelques liens. Elle n'a que 38 amis. Au bout de quelques semaines, Vitali comprend qu'au-delà de son bureau, l'agence abrite un système complexe de désinformation. Moi, je devais simplement copier-coller des liens dans différents groupes sur les réseaux sociaux. Des choses comme des nazis à Lugansk en Ukraine ont violé 10 enfants, ou encore des images d'explosions en lien avec la guerre en Ukraine. Quelques minutes plus tard, si mon message n'avait pas été supprimé par le modérateur, je trouvais des messages du genre « Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment arrivé ». Et là, j'ai compris, le puzzle était complet. Il y avait l'équipe chargée de créer des fausses informations, des social managers chargés de poster ces fausses informations sur les réseaux sociaux et toute une série de trolls qui se chargeaient de commenter pour dire que tout cela était vrai. Vitali est resté pour tenter d'en savoir plus. Au bout de 3 mois et demi, il a démissionné. Quand ma chef m'a demandé pourquoi je démissionnais, je lui ai dit que ce n'était pas ce que je voulais faire de ma vie.
C'est là qu'elle a prononcé cette phrase. Ici, nous sommes ceux du Kremlin, alors que de l'autre côté du fleuve, ils sont financés par les Américains en faisant référence à un journal d'opposition. Existe-t-il des liens entre l'usine à trolls et les autorités russes? Certains journalistes locaux ont exploré ces réseaux de l'ombre, comme Denis Korotkov, ancien policier reconverti au journalisme d'investigation. Derrière l'usine à trolls se cacherait cet homme, Yevgeny Prigojine, un ancien repris de justice, devenu milliardaire dans le secteur de la restauration. Proche du président, on le surnomme le cuisinier de Poutine. Je suis sûr à 100% qu'il est derrière. Cette certitude s'appuie sur des preuves concrètes. Je ne parle même pas de l'interview que j'ai réalisée avec M. Mirailov, qui est l'un des fondateurs de l'usine à trolls. En supposant qu'on ne puisse pas se fier à lui, ses propos sont confirmés par des gigas de documents. Prigojine nie tout lien avec l'usine à trolls. Nous avons cherché à le contacter pour lui poser directement la question. Sans succès. Denis Korotkov est également convaincu que l'usine à trolls est toujours en activité, éclatée dans différents lieux tenus secrets. C'est une structure complexe et ramifiée. A priori, le schéma de 2013 n'a pas changé. La seule chose qu'on peut dire, c'est que depuis, le département chargé de l'étranger s'est considérablement élargi. Il s'agit avant tout du département chargé de l'anglophone. En ce qui concerne le département francophone, je n'en sais rien. Il existe un département chargé des pays arabes aussi. Nous nous rendons à la dernière adresse connue. Les trolls auraient été dissimulés au sein des rédactions de plusieurs médias détenus par Evgeny Prigojine et connus pour leurs articles ciblant l'opposition russe. Ces rédactions auraient été relocalisées secrètement il y a quelques mois, après au moins 5 alertes à la bombe. Où sont-ils partis? Je ne peux pas répondre. Ils ne me l'ont pas dit. Ils sont partis discrètement. C'était en janvier? Oui. Ils étaient 15 ou 20. Et ils travaillaient 24 heures sur 24. Tout semble prouver que les trolls sont entrés dans la clandestinité, mais qu'ils sont toujours très actifs sur les réseaux sociaux. Voilà, et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Julie Gomme, vous êtes experte en cybersécurité, et Frédéric Ponce, journaliste, auteur de Poutine, c'est paru chez Kalman Levy. Merci également à vous deux d'avoir accepté de venir dans le débat de France 24. Peut-être d'abord un mot des deux journalistes, deux des trois journalistes qui sont à l'origine du reportage dont on vient de voir un extrait. Je vous le disais, il sera diffusé dans son intégralité ce samedi à 22h, 15h de Paris. Julie Dungelhoff, d'abord, on en parle depuis un moment de cette usine à trolls. On n'en avait pas vraiment vu la matérialité, au point que c'était un peu devenu une forme de légende urbaine. Comment avez-vous obtenu de la part de certains de ses membres qu'ils témoignent à visage découvert? Ça a été très compliqué. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même maintenant qu'on travaille avec Anya sur ce sujet. On est parti sur ce sujet sans a priori. On s'est dit, on va voir ce qu'on va trouver. Et on avait quelques contacts, notamment d'anciens trolls, avec qui on a pu parler via les réseaux de WhatsApp ou ce genre de réseau social, de manière assez clandestine. Beaucoup avaient la crainte de parler. Certains nous ont dit, d'accord, on va parler face caméra. Et puis, finalement, ils se sont rétractés. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, c'était très compliqué. Et ce jeune homme qu'on voit dans le reportage, c'est presque une protection pour lui de parler. Il a presque honte d'avoir été troll. Il s'est fait engager, il le dit, comme journaliste. Et en fait, il est resté, nous dit-il, pour enquêter, pour essayer d'en savoir plus et pour alerter. C'est presque devenu une mission pour lui. Anna Stroganova, on le voit à la fin de l'extrait que nous avons diffusé, les locaux sont vides. Où se trouve aujourd'hui l'usine à trolls? Justement, on n'en sait rien. On sait qu'il y a plusieurs adresses, ce qu'on dit dans le reportage, plusieurs adresses qui sont dispatchées, qui seraient dispatchées dans des endroits différents à Saint-Pétersbourg. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs médias qui appartiennent, d'après ce que nous disent nos sources, à Yevgeny Prigojine, cet homme d'affaires qu'on montre, dont le visage on montre dans notre enquête. Et ces médias seraient liés aux trolls, parce que les trolls commentent en fait les articles qui sont diffusés sur les réseaux sociaux par ces médias. Et donc, d'après nos sources, encore une fois, les trolls sont
à la même adresse. Mais ces médias affichent toujours, par exemple, sur leur site, la même adresse qu'on vient de voir là dans notre reportage. En fait, ils ont appris de leur erreur. C'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas au début, quand ils ont créé cette agence, l'Internet Research Agency, que ça allait faire un tel scandale et que ça allait prendre une telle ampleur. Et donc, ce dont on est à peu près sûr aujourd'hui, suite à ce qu'on a pu voir dans notre enquête et aux différentes personnes qu'on a pu interviewer, qui ne sont pas d'ailleurs dans le reportage, c'est que ce système existe toujours, mais qu'aujourd'hui, il est camouflé et que c'est beaucoup plus dur d'établir une adresse, par exemple. Frédéric Pons, vous pensez que ces trolls, d'abord, ce que vous voyez là, vous vous dites effectivement, ça existe et ils sont téléguidés par qui? Est-ce que Vladimir Poutine a donné instruction à des individus spécialistes de l'Internet d'interférer avec les élections ailleurs dans le monde? Ce genre de système existe dans beaucoup de pays, tous les pays qui ont des ennemis, des adversaires, des concurrents. Ça existe en Russie. Est-ce que c'est Poutine qui est derrière directement? Je ne le crois pas. Il n'a pas besoin de s'occuper de ça. Il a des services qui s'en occupent et qui font ça très bien. Et ça date de la période soviétique. Ils ont des experts. Il faudrait poursuivre une enquête comme ça et aller voir, je ne sais pas moi, aux États-Unis, en Israël, en Iran. Ça existe de la même façon, commandité par les services au service de la politique de l'État. Vous dites rien d'étonnant, rien d'anormal? Ah non, non, je trouve ça... Quand un pays est une grande puissance ou aspire à l'être ou à le redevenir, tous les moyens sont utilisés, les moyens militaires classiques qu'on connaît, mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, cette diplomatie d'influence ou ces offensives en termes d'influence, les Américains ont fait exactement la même chose en 2013-2014 en Ukraine. On sait même combien ça leur a coûté, 5 milliards de dollars pour la révolution ukrainienne. Et les Russes... avaient anticipé et, à leur tour, aussi, sont dans un mode offensif en direction des États-Unis, de l'Europe et de tous leurs adversaires. Y compris en ayant recours à des individus totalement extérieurs aux renseignements classiques tels qu'on peut les concevoir. Mais heureusement qu'ils font ça. Autrement, tout de suite, on pourrait pointer M. Poutine, son directeur de la sécurité. Encore une fois, vous allez aux États-Unis, vous allez en Israël, vous allez au Liban voir le Hezbollah. Ils ont aussi des sortes de supplétifs civils, des journalistes, anciens journalistes, des techniciens, des geeks, des gars qui ont 18-20 ans et qui s'éclatent en faisant ça. Vous allez en Macédoine aujourd'hui, dans la ville de Velech, il y a à peu près 150 entreprises qui fabriquent en permanence de la propagande, des fake news. Vous arrivez avec une liasse de billets de dollars et ils vous font ce que vous souhaitez sur les réseaux sociaux. Julie Gomme, ces pratiques-là, elles sont généralisées, elles ne sont pas propres à la Russie? Alors, ça a été théorisé et depuis longtemps. C'est aussi une technique de hacking qu'on appelle le social engineering, donc l'ingénierie sociale, l'art de la manipulation. Donc, on prend une situation donnée et on recherche comment la transformer, comment l'utiliser pour amener donc soit à voler de l'information, soit à en transmettre une autre, soit à manipuler des gens qui vont rendre des services. Donc ça, c'est très très vieux comme pratique et les services secrets l'utilisaient déjà dans l'ancien temps avec d'anciennes méthodes. Donc c'est connu. Là, il y a une nouvelle donnée, c'est que l'OTAN, de plus en plus, commence à voir le cyber comme un nouveau terrain d'action, comme une nouvelle surface où possiblement il peut y avoir des guerres. Avant, il y avait l'air, l'espace, la terre, l'eau. Aujourd'hui, il va y avoir bientôt le cyber, c'est dans les cartons. Et de diffusion des idées et d'imprégner des consciences aussi. Comment vous expliquez que parfois des faux grossiers, il faut le dire, ou des histoires totalement abracadabrantes peuvent toucher autant de personnes et avoir l'influence qu'on leur prête? Alors on parlait des pays d'ex-URSS en général. Il y avait une grande culture de la propagande il y a très longtemps dans ces pays-là. Et on se retrouve un peu dans les mêmes techniques qu'à l'époque. Une expertise russe en la matière ou ex-soviétique en la matière? C'est juste les outils qui ont changé. Ouais, ouais. Mais vous savez, l'OTAN a créé une division cyber précisément pour se défendre contre ce type d'attaque, mais aussi le moment venu de pouvoir contre-attaquer. La France a créé aussi une espèce d'arme nouvelle dédiée à la cyberguerre. Pour l'instant, c'est en mode défensif, mais à terme, on sait qu'on sera obligé d'en venir à du mode offensif. Vous voulez dire que la France pourrait à son tour interférer dans les élections, le processus démocratique d'un autre pays? Si elle le décidait, pourquoi pas?
C'est pas dans les habitudes de la France. Mais vous savez, l'influence de Alors cette guerre... La France peut riposter, mais ne pas attaquer, selon la dernière... c'est la doctrine. C'est la doctrine actuelle. Mais vous savez, l'influence, c'est le titre du débat de ce soir, l'influence russe sur les élections. Alors, on parle de l'Europe. Sur l'élection américaine, il y a eu toute une batterie depuis 2016, toute une batterie d'études et j'ai regardé ça avant de venir, dans les universités américaines, les instituts, et on se rend compte que finalement, cette influence russe, cette offensive russe a été réelle, mais l'influence a été très limitée. C'est-à-dire que les gens qui étaient persuadés qu'ils allaient voter Trump n'ont pas changé d'avis, et ceux qui pouvaient hésiter n'ont pas été... Oui, sauf que certains qui pensaient voter Hillary Clinton, on leur a dit vous pouvez voter de chez eux, votre vote sera pris en compte, et cela finalement, ça ne s'est jamais traduit par des bulletins de vote. La difficulté, c'est que c'est très difficile d'évaluer l'impact de ce genre de diffusion de désinformation. Mais ce qui concerne aux États-Unis, c'est que c'est le système électoral américain qui a donné la victoire à Trump. Trump était minoritaire en voix. C'est Hillary Clinton qui était majoritaire. C'est pas les Russes qui ont fait la victoire de Trump. C'est le système étonnant. Quelques dizaines de milliers de bulletins de vote ciblés dans des États effectivement précis pour trouver le chemin parfait vers la victoire. Il était très en retard en termes de voix, Trump. 3 millions. Alors, Julie Dungelot, oui. Cours, excusez-moi, il y a des cours dans une grande université américaine, des cours d'utilisation des réseaux sociaux pour la manipulation d'ordre politique. Donc ça a été théorisé et ça existe déjà depuis une dizaine d'années. Il y a une prise de conscience maintenant au niveau européen, et vous l'avez dit, au niveau de l'OTAN. D'ailleurs, on a pu rencontrer une task force en Finlande, parce que nous sommes également allés enquêter en Finlande. Il y a une task force qui s'occupe justement de contrer ou de surveiller cette désinformation, et ils appellent ça la nouvelle guerre hybride, donc une guerre qui n'est plus simplement avec des chars et des combats, mais avec une guerre qui est informatique et via les diffusions de fausses informations. Au niveau européen aussi, on a pu s'entretenir longuement avec la task force de l'Union européenne qui s'occupe aussi de publier une newsletter pour indiquer toutes les fausses informations, et notamment celles qui viennent de Russie. On se demande si l'Union européenne était en fait préparée à cette nouvelle guerre hybride. On va en reparler dans un instant. C'est déjà la fin de la première partie du débat. Restez avec nous. Retour au débat de France 24 à l'occasion de la diffusion, ce sera ce samedi à 22h15, heure de Paris, d'un document exceptionnel, un reportage de 26 minutes, élections européennes quand la Russie s'en mêle. Il est signé de 3 de nos journalistes, Catherine Norris-Strain, Julie Dungelot pour France 24, Julie qui est avec nous en plateau, et Ania Stroganova, journaliste à RFI également avec nous. Vous avez donc toutes les 3 réalisé ce reportage dont on a vu un bref extrait au début de la première partie de ce débat consacré à l'activité des trolls russes, et si les trolls russes souhaitaient influer sur le cours des élections européennes qui se déroulent, je vous le rappelle, à la fin de ce mois de mai. Face à vous, Julie Gomme, vous êtes experte en cybersécurité, Frédéric Pons, journaliste. On poursuit donc notre débat, et Frédéric Pons qui nous disait finalement que ces pratiques d'intoxication sont finalement celles d'autres grandes démocraties à travers le monde auxquelles elles sont habituées. Ania Stroganova, je voulais vous demander à quand remonte, d'après vous, cette volonté russe d'interférer sur les élections d'autres pays, sur le processus électoral d'autres pays. On en a pris conscience réellement au moment de l'élection de Donald Trump et des accusations brandies notamment par le FBI et la CIA. Mais précédemment, ce qui était passé un peu sous le radar, c'était le référendum britannique du Brexit, même si la presse britannique, elle, s'était fait l'écho de possibles interférences venant de Russie. Mais est-ce qu'il y a des précédents avant cela ? Des précédents d'interférence de la Russie dans les élections... ou de soupçons, du moins, d'interférence. Moi, j'irai pas jusqu'à mentionner des cas concrets, parce que honnêtement, je n'en sais rien. Après, on a le conflit en Ukraine en 2014, qui est un point de crispation de relations entre la Russie et l'Occident. Et moi, je dirais que c'est ça le point tournant. Et c'est là où la Russie commence à agir d'une manière beaucoup plus agressive qu'avant. De là date la volonté de la Russie d'utiliser davantage la propagande envers les démocraties occidentales ? Je pense que la propagande commence bien avant. Les spécialistes qu'on a interviewés nous ont parlé du milieu des années 2000. C'est là où on voit apparaître, par exemple, une chaîne de télé comme RT, c'est en 2100. Russia Today, qui existe maintenant depuis 2017 en version française, RT France. Donc c'est en 2100 que la Russie pense déjà, réfléchit à
avoir sa propre chaîne de télé internationale pour mener cette guerre d'information. Mais je pense que c'est vraiment l'Ukraine et 2014 qui est une année... Et avant ça, il n'y avait pas des accusations russes sur notamment Hillary Clinton, lorsqu'elle était secrétaire d'État, d'avoir voulu, elle aussi, peser sur le processus électoral en Russie? Si, mais en réalité, ça commence, je dirais, pour avoir une date, en 2008, avec la Géorgie. La crise entre la Russie et la Géorgie soutenue par l'Amérique, qui voulait faire de la Géorgie un pays de l'OTAN, ça commence à ce moment-là. Et 2008, Poutine est au pouvoir depuis 2000. C'est l'époque où vraiment la Russie réapparaît avec un statut de puissance dans le monde et veut s'opposer à l'Amérique. Il y a un regain de patriotisme à ce moment-là aussi. Pardon ? Il y a un regain de patriotisme. Exactement. Et Poutine, enfin le régime russe, sont portés à ce moment-là par ce regain de patriotisme. C'est cette envie de peser de nouveau dans le concert des nations. Et Poutine va utiliser tous les moyens en politique. C'est un grand politique. Pour ça, il va utiliser la force militaire en Géorgie, puis après en Ukraine. Il va utiliser aussi tout ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire des supplétifs militaires qui ne sont pas officiellement russes. En fait, ils le sont. Et puis, tous les réseaux sociaux qu'il va mettre en œuvre indirectement par ses services, et puis toutes les chaînes de télévision nouvelles. Les Russes, quand on leur parle, il est toujours intéressant d'aller parler aux Russes pour ça et voir quelle est leur perception. Ils disent, mais vous, en France, quand on essaie de leur donner des leçons, vous n'avez pas France 24 ? Vous n'avez pas RFI. C'est d'ailleurs ce qu'on a entendu. Mais ça revient constamment. Qui paie France 24 ? Qui paie RFI ? C'est l'État français. Et donc, ils disent, vous voyez, nous, on a droit aussi, nous, Russes, légitimement, à avoir Russia Today ou Sputnik. Alors, sauf que je peux témoigner, et après, évidemment, vous pouvez aussi mettre en doute ma parole, mais que nous n'avons jamais subi d'intervention, en tout cas, du gouvernement français sur nos choix éditoriaux. Vous savez, j'ai visité Russia Today très longuement à Moscou. J'ai discuté avec tous les jeunes journalistes qui sont là. Ils n'ont pas besoin d'avoir des instructions du Kremlin. Comme vous n'avez pas besoin... Ils ont déjà peur. Mais non, ils n'ont pas peur. Ils sont patriotes, mais ils sont patriotes. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Il faut arrêter avec cette vision binaire des choses. Ils sont patriotes. Ils adhèrent à un projet. Exactement. Alors justement, vous avez enquêté également sur ces médias. Qu'avez-vous trouvé, Agnès Stroganova ? Nous avons donc enquêté effectivement sur RT France particulièrement. On n'a pas enquêté sur toutes les 6 rédactions de RT parce qu'il faut savoir que RT existe maintenant en 6 langues. RT France, nous n'avons pas trouvé de fake news parce qu'il y a on croit qu'il y a forcément des fake news sur ce genre de chaîne de télé. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, RT France fait très, très attention à ce qu'elle publie sur son site, à ce qu'elle diffuse. En revanche, il y a une ligne éditoriale très orientée. Notamment dans le choix des invités en fait sur RT, et ça on a pu discuter avec plusieurs personnes qui travaillent sur le soft power russe, une ligne éditoriale qui consiste à notamment mettre en avant des eurosceptiques, mettre en avant des personnes pro-Frexit, mettre en avant des experts proches de l'extrême droite en parlant du fait que ce sont des analystes politiques sans préciser par exemple qu'ils sont anciens conseillers de Marine Le Pen ou ce genre de choses. Donc nous on a posé la question directement à la directrice de l'information d'RT, Ksenia Fedorova, qui nous dit « Je ne vois pas où est le problème à partir du moment, je donne la parole à tout le monde, à partir du moment où ces gens ne sont pas sous le coup d'une décision judiciaire, c'est pas parce qu'ils ne sont pas reçus sur les autres plateaux de télé que moi, je n'ai pas le droit de les recevoir. » RT se définit-elle comme une chaîne d'opinion ou d'information ? Mais qui présente un point de vue alternatif. Et ça, ils insistent vraiment là-dessus. Vous savez, quand je suis allé à quelques reprises sur RT, je ne suis pas un invité permanent, mais les premières fois quand j'allais là-bas, des confrères, des amis journalistes m'ont dit « Tu vas sur RT, attention, le média de la propagande du Kremlin. » Mais j'ai dit « Mais si je vais là-bas et que je m'exprime librement, pourquoi pas ?» Et comme je m'exprime librement chez vous ici, et donc je me sens très bien à France 24 comme à RT, quand je peux exprimer des avis. Le bienvenu. Et Ksenia Fedorova a dit notamment que très souvent, ils invitent des gens qui ne sont pas dans les idées de droite, d'extrême droite, populistes, pro-Poutine. Et les gens ne veulent pas venir. Parfois, il y a des débats, je pense à Frédéric Tadei notamment, qui organise des débats extrêmement libres, où il arrive à inviter, à faire venir sur son plateau, sur RT, des gens qui sont
très anti-Poutine. Ce qui est intéressant, en fait, en regardant ces médias, donc il faut vraiment pas une faire grande l'amalgame variété d'invités, entre, c'est vrai, on peut le dire. oui, hein, il y a une variété d'invités, mais ce qui est intéressant aussi en regardant ces médias, il ne faut pas confondre Sputnik et RT, parce que ce n'est pas du tout la même ligne. Alors, Sputnik, c'est un site. C'est un site internet, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, justement, dans les 6 langues d'RT dont parlait Ania, la manière dont ils surfent, si je puis dire, sur les crises sociales, que ce soit le Brexit au Royaume-Uni, ou les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes en France, ou encore le référendum en Catalogne sur RT en espagnol. Et tout ça, en fait, selon les experts avec qui on a pu parler, c'est une manière de montrer les fractures de la société. Ils ne sont pas responsables de ces fractures. Elles sont là, elles préexistent. Il y a une volonté d'entretenir des tensions en mettant le doigt sur ce qui fait mal, d'une certaine manière. D'entretenir les tensions, mais d'abord de les mettre en valeur, pour dire que, vous voyez, les démocraties occidentales ont aussi leurs propres faiblesses, et puis d'en tirer des leçons dans la ligne du Kremlin, en disant attention, l'excès de libéralisme, la déstructuration de la société, la perte des repères traditionnels conduit à ce genre de choses. C'est la ligne de la Russie patriote de Poutine. Vous dites que c'est une autre grille de lecture, tout simplement. Oui, exactement. Mais vous savez, je pense sincèrement qu'il y a plus de pluralisme et de liberté aujourd'hui sur RT que sur CNN. CNN, pour inviter des gens qui seraient pro-Poutine ou très anti-américains, il faut se lever tôt pour les voir. Votre opinion justement sur le pluralisme à l'antenne de chaînes comme Russia Today par exemple? Moi, je pense qu'il faut essayer de trouver sur le site de RT une critique de Vladimir Poutine ou un reportage sur l'opposition en Russie, vous n'en trouverez pas. Ben non, c'est une chaîne d'État. Oui, mais France 24, pour ne citer que nous, n'hésite pas, quand évidemment des critiques apparaissent sur le bilan ou l'action d'Emmanuel Macron, à s'en faire l'écho. Oui, mais ça n'est pas la ligne de RT. Quand on va consommer RT, quand on regarde RT, il faut savoir que c'est la chaîne russe, la chaîne de l'État, qui défend les intérêts de l'État et du régime actuel. C'est tout. Mais eux sont c'est donc une chaîne d'État. Oui, mais quand on regarde... CNN n'est pas une chaîne d'État. France 24 n'est pas une chaîne d'État. Non, mais c'est l'habileté de l'Amérique. CNN n'a pas à être une chaîne d'État et à être financée par l'Amérique. Elle défend de façon naturelle, presque consubstantielle, les intérêts américains, la position américaine partout. Mais attaque en permanence Donald Trump. Vous en conviendrez. Oui, peut-être, mais ça n'est pas grave. Mais sur l'étranger, notamment, CNN a vocation à travailler sur l'étranger. CNN défend, comme n'importe quel patriote américain, les positions américaines, jusqu'à diffuser des fake news. La plus célèbre, c'est 2003, Colin Powell qui dit « Il y a des armes de destruction massive en Irak ». Et ça a été repris et pendant des jours et des jours et des semaines par CNN et tous les grands médias américains qui se faisaient les porte-voix de la propagande de l'État américain. C'est l'exemple qui nous a été cité par Ksenia Fedorova. Mais bien sûr. Oui. Ce sont des images d'actualité que toutes les chaînes quasiment ont diffusées à l'époque. Ania Stroganova, il y a également donc dans votre reportage sur ces chaînes en particulier, donc on l'a dit, la présentation, le choix des invités, la proportionnalité, et puis il y a la volonté aussi d'influencer les élections en Europe à travers les partis politiques. Il y a des liens directs aujourd'hui entre la Russie et certains partis en Europe? Il y a des liens, et bien sûr, entre la Russie et certains partis en Europe, notamment avec les partis d'extrême droite en Europe. En France, c'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. Nous avons enquêté sur le prêt que le parti de Marine Le Pen a reçu en septembre 2014 de la part d'une banque russe qui n'existe plus d'ailleurs. Et ce prêt doit être remboursé au mois de septembre 2019, donc d'ici quelques mois. De 11 millions. 9 millions. Parce qu'il y a deux prêts. Il y a deux prêts qui ont été négociés à deux périodes différentes. Mais vous voyez, sur ce plan-là, en tant que journaliste, moi je me pose la question, comment se fait-il que Marine Le Pen ait été obligée d'aller en Russie demander un prêt? C'est ce que nous ont répondu les gens du FN. Mais pourquoi une banque française ou allemande, italienne, peu importe, ou américaine, n'a pas prêté d'argent au Front National? Alors, c'est vrai qu'ils sont allés en Russie chercher l'argent. La question est de savoir pourquoi chez nous, il y a eu un blackout. Par défaut. Ce qui est intéressant dans cette enquête qu'on a menée, c'est de voir si éventuellement il y a une contrepartie à ce prêt. Bien sûr. Et c'est là-dessus qu'on s'est concentré. D'autre part, on a trouvé des éléments très intéressants, notamment un document d'un centre qui s'appelle le Dossier Center, qui est tenu par un opposant à Poutine, Khodorkovsky,
Et c'est un document qui était lié à une pièce jointe d'un email entre deux responsables haut placés, l'un de la Douma, du Parlement, l'autre du Kremlin, et qui explique clairement la manière dont ils souhaitent porter un candidat à l'élection législative en Allemagne, qui est Markus Frohnmayer, membre de l'AfD. Et ça finit, bilan, nous aurons au Parlement allemand un député totalement sous contrôle. La personne qui a envoyé cet email n'a pas nié qu'il était vrai. Donc ça montre quand même une certaine volonté d'interférence dans les partis, et particulièrement dans les partis d'extrême droite. Évidemment qu'il y a volonté d'influence ou d'interférence. C'est évident aussi qu'il y a des proximités idéologique ou politique entre la droite populiste française et la Russie d'aujourd'hui. Les valeurs de souverainisme, de nationalisme. On l'a vu en Crimée notamment. Tout ça est évident. Mais encore une fois, prenez un peu de champ et regardez ce qui se fait ailleurs. En Ukraine, les Américains, en 2013-2014, ont tenté d'influencer massivement le résultat des élections. Cette révolution ukrainienne dirigée contre qui? Contre le Kremlin. Hier, à Paris, vous avez un oligarque américain, M. Bill Browder, qui est venu pour persuader les députés français de durcir les sanctions à l'égard de la Russie. Alors on a Steve Bannon, l'américain Steve Bannon, qui est venu, mais bien sûr à ciel ouvert, mais tout le monde le fait. Oui. Si un Russe, imaginez un banquier russe, ou un oligarque russe... La multiplication des relations entre le Kremlin un oligarque russe vient à Paris, à l'Assemblée nationale, et qui dit « durcissez votre position à l'égard de Trump ». Mais ça serait un scandale. Eh bien, hier, à l'Assemblée nationale, des députés de La République En Marche ont reçu cet oligarque, agent d'influence anti-Poutine, anti-russe. Ça n'a choqué personne. Moi, comme journaliste, je me dis « mais pourquoi ?» il n'y a pas d'enquête sur ce monsieur Bill Browder. Nous, notre enquête, elle s'est concentrée sur la Russie. C'est bien qu'il y ait des enquêtes quand la Russie s'en mêle, point d'interrogation. On s'est posé la question, c'est entre fantasme et réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui... Mais il faut élargir le spectre. Agnès Stroganova. Concernant ce prêt, il y a le prêt du Front National, il y a des SMS qu'on montre dans nos reportages qui ont été révélés par les hackers d'un groupe russe qui s'appelle International Anonyme. C'était en 2014. Et on voit des SMS entre les membres haut placés de l'administration de l'administration russe et un activiste pro-Poutine, un ancien député, qui, dans cet échange, dit qu'il faut remercier Marine Le Pen d'une certaine manière parce qu'elle a reconnu les résultats du référendum en Crimée. Donc nous, en tant que journalistes, on s'est posé la question. Il n'y a pas un conflit d'intérêts là ? C'est-à-dire qu'en gros, on aide des politiques à accéder au pouvoir, soit financièrement, soit par d'autres moyens, en échange de quoi on attend une rétribution de par leurs décisions, une fois leur mandat. Mais fatalement, on attend un retour. Regardez, en ce moment, l'Amérique soutient Juan Guaido au Venezuela contre Maduro. C'est une ingérence incroyable sur le plan des relations internationales. Et ce Juan Guaido, s'il arrive au pouvoir, il regardera l'Amérique avec un regard un peu plus sympathisant que celui de Maduro. Oui, sauf que l'Amérique a continué à importer du pétrole vénézuélien sous Chavez. Donc là, en l'occurrence, il n'y aura pas de changement de la politique vénézuélienne envers les États-Unis, autrement que d'un point de vue stratégique. J'en suis pas tout à fait sûr. Mais vous savez, pendant la crise entre la France, l'Europe et la Russie, il y a des échanges, ça se fait, y compris sur des sujets extrêmement sensibles. Je pense au sujet de terrorisme ou d'antiterrorisme. Avec les Russes, on n'en parle pas, et tant mieux, mais ça fonctionne. Coopération. Heureusement, coopération. Ce qu'on a vu à travers notre enquête, en observant les différents partis d'extrême droite, nous, on s'est concentré, parce qu'on a travaillé également avec la Deutsche Welle, sur la France et l'Allemagne, mais il y a des liens aussi qui semblent assez clairs. Des journalistes italiens l'ont prouvé avec Matteo Salvini qui a rencontré d'ailleurs Poutine dès 2014. Aujourd'hui, qui est Matteo Salvini? C'est le très puissant ministre de l'Intérieur, vice-président du Conseil italien. Il essaye de fédérer l'extrême droite européenne. Et tout ça, d'après encore ce qu'on a pu voir à travers ces recherches que nous avons faites, a un but, c'est notamment la levée des sanctions contre la Russie. Il n'y a pas que l'extrême droite qui est en faveur des sanctions. Interrogez le MEDEF, interrogez peut-être les 2/3 des députés français qui vous disent que ces sanctions sont en train de détruire notre agriculture et notre agro-industrie. Ces sanctions anti-russes, il faut les lever.
Je ne suis pas payé par le Kremlin pour le dire, mais c'est une évidence. Vous n'êtes pas le seul à le dire, c'est vrai. Bien sûr. Il y a l'AfD quand même, ce parti d'extrême droite allemand, qui aurait des liens là aussi avec la Russie. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un document qu'on a trouvé. Alors depuis Markus Frohnmayer, qui donc serait ce jeune député de 28 ans qui fait partie de la frange plutôt radicale de l'AfD, qui était très jeune au moment de son élection, qui faisait partie des jeunesses de l'AfD, Alternative for Deutschland, et qui aurait été poussé par le Kremlin. Alors on ne parle pas là de moyens économiques, pas d'argent, mais plutôt de moyens matériels et de publicité le concernant. Et on a pu interviewer le chef de l'AfD qui nie et qui dit ne pas comprendre. On a cherché à interviewer Markus Frohnmayer, mais qui se tient un peu à l'abri des regards. Là encore, c'est très bien ces enquêtes. Moi, comme journaliste, j'adore ça. Mais j'ai l'impression que c'est souvent à sens unique. J'aimerais beaucoup qu'à une époque, qu'on ait pu enquêter sur M. Saakashvili en Géorgie, qui a été biberonné par l'Amérique, qui a été placé à la présidence de la Géorgie pour faire la politique américaine. Les réseaux américano-géorgiens ou américano-ukrainiens n'ont pas été documentés comme l'est en ce moment Poutine. Qu'est-ce qui vous permet donc de le dire aujourd'hui? Vous avez des éléments de preuve qui attestent que Saakashvili était l'homme des Américains? Mais bien sûr, mais c'est parce que les Américains, dans leur grande naïveté ou leur grande force, reconnaissent tout ça. Quels sont les cabinets de relations publiques qui ont favorisé la carrière de Saakashvili? Il s'était installé à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Combien ça a coûté? On a tout ça. Vous savez, depuis la guerre de Bosnie, où des cabinets de relations publiques américains ont diabolisé la Serbie, exalté le combat bosniaque, on sait que les Américains sont à la manœuvre systématiquement. On sait que régulièrement, des jeunes Européens sont envoyés aux États-Unis, tous frais payés, pour apprendre ce qu'est la démocratie, la défense des droits de l'homme. On en fait des petits soldats de la démocratie à l'américaine. Nous sommes concentrés sur cette enquête sur la Russie et sur l'Europe, car les élections européennes sont dans 2 semaines et il s'agissait de comprendre si une puissance extérieure cherchait à interférer pour fracturer. Voilà, et vous voyez, dans ma chère corporation, je me rends compte que depuis des années, il y a beaucoup d'enquêtes, mais toujours à sens unique, toujours à charge. Non, vous travaillez beaucoup sur la Russie vous-même. Mais oui, il y a beaucoup d'hostilité aussi à la de Donald Trump aujourd'hui dans les médias français. Oui, mais il n'y a pas ces enquêtes fouillées intéressantes, et c'est dommage. Sur la Russie, oui, il y a des précédentes techniques, justement, au niveau de l'influence, au niveau des élections. On l'a vu récemment avec le Bundestag, il y a 2 ou 3 ans en Allemagne. Il y a eu, au moment de l'élection présidentielle, l'histoire des emails qui avaient fuité, des emails du parti de Macron, En Marche. Oui, parce qu'il y a à la fois il y a l'aide à certains partis et puis il y a aussi les attaques contre d'autres. Les Russes sont ça dans les gènes. Les Soviétiques finançaient le Parti communiste. Techniquement, ça date pas d'aujourd'hui. Techniquement, les Russes, les Ukrainiens, les Roumains sont très très bons et ont souvent une longueur d'avance. Moi, je le vois, je fais beaucoup de conférences à l'étranger sur des forums de cybersécurité. Il y a des compétitions de hacking et ceux qui vont gagner en général en Europe, ça va être souvent des équipes russes, roumaines, ukrainiennes. Donc c'est des gens qui sont très très bons techniquement et quand on discute avec eux, ils nous disent que non, moi je suis ingénieur, mais trouver du travail en Russie c'est très mal payé. Donc si je fais des bêtises, je gagne beaucoup mieux ma vie. Donc ils sont très 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 bons sur ce genre de bêtises en général. Et ils y passent beaucoup de temps et ils gagnent pas mal d'argent. Et à côté de ça, c'est des gens qui peuvent être facilement utilisés pour influencer. D'où les attaques contre le Bundestag, contre la République En Marche, contre Emmanuel Macron En Marche à l'époque, entre les 2 tours de l'élection présidentielle, et puis contre le Parti démocrate aux États-Unis, les fameuses messages que s'échangeaient les membres de la campagne d'Hillary Clinton. En tout cas, aujourd'hui, pour les États-Unis, cette tentative d'influence, elle est avérée. Alors écoutez ce qu'en dit aujourd'hui Vladimir Poutine, interrogé après le rapport Mueller, qui lui indique bien qu'il n'y a pas possibilité d'établir de collusion entre la campagne de Donald Trump et la Russie. Dans l'ensemble, le procureur Mueller a mené une enquête assez objective et a confirmé l'absence de toute collusion entre l'administration américaine et la Russie, ce que nous avons toujours qualifié comme étant n'importe quoi. Il n'y a pas eu d'ingérence dans les élections américaines de notre côté. Est-ce un trait d'habileté de Vladimir Poutine qui dit « Le rapport Mueller n'établit pas de collusion, donc il n'y a pas d'ingérence ». C'est pas ce que dit le rapport Mueller.
Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, mais il va saisir dans le rapport Muller tout ce qui permet d'exonérer la Russie, d'exonérer lui, le Kremlin. C'est de bonne guerre, évidemment. Ça exonère éventuellement le camp Trump, mais pas forcément la Russie. Sur justement cette histoire d'élection, vous dites, les trolls eux-mêmes, l'usine à trolls a été dépassée par son succès d'une certaine manière et par le retentissement qu'a eu cette affaire. C'est dire qu'au départ, l'idée n'était pas de mettre une marionnette, pardonnez-moi l'expression, à la Maison-Blanche, mais simplement de créer un peu de confusion? Ça, on ne peut pas le dire, on n'en sait rien. On sait que derrière cette initiative, il y a un homme, Yevgeny Prigojine, donc ce milliardaire de Saint-Pétersbourg qu'on surnomme le cuisinier de Poutine. Et d'après ce que les journalistes qui ont enquêté sur lui nous ont dit, c'était son initiative personnelle. C'était pas le Kremlin qui lui a ordonné de créer une usine à trolls. Lui, par son propre élan patriotique, a décidé de créer cette usine. Mais après, encore une fois, d'après les journalistes qui enquêtent là-dessus, le Kremlin n'a pas pu ne pas voir l'ampleur que prend cette usine à trolls. D'autre part, il a gagné beaucoup de contrats suite à cela. Notamment, il est le cuisinier de l'armée russe. Il est très régulièrement l'organisateur de banquets liés à l'administration russe. Donc c'est un homme, on ne peut pas dire qu'il est proche de Poutine dans le sens où il n'a pas fait le KGB avec Poutine. Il n'est pas membre des très proches de Poutine, mais il connaît Poutine, il le fréquente. Et selon les documents dévoilés par des hackers, ils se parlent en confiance. C'est le mot. Et il faut savoir aussi que l'usine à trolls l'existence de l'usine à trolls a été révélée par les journalistes russes en 2013, donc un an quelques mois plutôt, avant le conflit en Ukraine. Et en fait, ils ont commencé leurs activités en russe. Et les commentateurs, les trolls, les médias ne traitaient que de l'Ukraine d'abord, et ça leur a permis de sophistiquer, de peaufiner ce système pour ensuite le faire en langue anglaise. Ce patriotisme, on le retrouve sur les forums de hackers russes. Vous allez avoir énormément de fois ces sujets qui vont être évoqués. Vous allez avoir des gens qui se font bannir très vite de ces forums parce qu'ils vont aller vendre des données et on va s'apercevoir que dans les données qu'ils vendent, il y a des données de Russes et donc ça, pas question. Pas touche. Donc il y a quand même, pas touche à la Russie. Il y a une déontologie, il y a un voilà, la ligne, c'est le patriotisme chez ces hackers. C'est par là qu'on commence le reportage d'ailleurs sur la fête du 9 mai, la grande fête patriotique russe qui a été remis un peu au goût du jour par Vladimir Poutine pour justement galvaniser un peu son peuple autour de cette question du patriotisme. Oui, et il a rencontré, sa politique a rencontré la volonté du peuple, effectivement, de redresser la Russie à l'intérieur comme à l'extérieur. Et les résultats des élections, les sondages en continu montrent qu'à travers toutes ces actions de renaissance russe, de réaffirmation de la puissance russe, Poutine rencontre l'adhésion, et notamment dans la jeunesse. C'est frappant, les meetings de Poutine pour la dernière élection présidentielle, j'étais là-bas à Moscou, mais c'était très très jeune. C'était des gars et des filles de 18 à 35 ans et qui, sans complexe, disaient bah oui, la Russie doit redevenir une grande puissance. On n'a pas à subir la loi américaine. Les Européens, vous devez nous comprendre. On est nous aussi Européens d'une certaine façon. Et ils affirmaient sans complexe leur patriotisme. Mais pour revenir à ces usines à trolls, la grande habileté des Russes, je pense, c'est pas la mise en place de ces usines qui seraient peut-être trop voyantes aujourd'hui. C'est de décentraliser et d'avoir en Europe, en Asie, au Kyrgyzstan et je ne sais où, dans quel pays arabe. En Afrique maintenant aussi. En Afrique, voilà, des usines, des gens qu'on va payer. Des gens comme en Macédoine aujourd'hui, cette fameuse ville de Velech, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus d'enquêtes d'ailleurs dans les médias français. Ça s'est un peu arrêté là-bas parce qu'on a enquêté sur. Mais ils existent encore. Moi, j'ai envie de sortir des tas de fake news. Je vais à Velech avec 100 000 $ et j'inonde les réseaux sociaux de mes fake news. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, Yevgeny Prigojine, il se concentre aussi sur l'Afrique, et notamment sur le Soudan, la Centrafrique, Madagascar. Et on arrive au terme du débat, pardonnez-moi, mais en tout cas, on regardera avec attention. Donc, votre reporter, le doc, c'est diffusé ce samedi à 22h15. Merci à nouveau à vous, Julie Dungeloff, Ania Stroganova, et puis je mentionne également Catherine Noristren qui a travaillé avec vous sur ce reportage. Merci également à vous, Julie Gomme, et à Frédéric Pons d'avoir bien voulu débattre.